Quand on se penche sur le haut Moyen-Âge, il y a souvent cette frustration. On parle de Clovis, un conquérant incroyable, et puis, paf, quelques paragraphes plus loin, on nous parle des rois fainéants. C'est comme si l'histoire avait fait une énorme avance rapide. Alors que s'est-il passé entre les deux? Comment est-ce qu'une dynastie aussi puissante a pu juste disparaître? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Voilà l'image qu'on a tous en tête, l'image d'Épinal. Et bien sûr, elle n'est pas neutre du tout, hein. Elle a été écrite par les vainqueurs, les Carolingiens, des dizaines d'années plus tard. On nous dépeint un roi qui n'est plus qu'une potiche, un symbole avec ses fameux cheveux longs, qui étaient la marque de son sang sacré, mais qui n'a plus aucun pouvoir réel. C'est cette image, justement, qui est au cœur du mystère. Notre mission, aujourd'hui, c'est un peu de résoudre cette énigme historique. On va suivre les indices, un par un, pour comprendre cette chute qui, en réalité, n'a rien eu de soudain. C'est une histoire bien plus compliquée, une lente érosion du pouvoir. Bon, pour comprendre comment tout s'est écroulé, il faut revenir au début, à celui par qui tout a commencé, Clovis. Faut imaginer le personnage, un chef de guerre à peine sorti de l'adolescence, mais avec une ambition et une cruauté sans limite. C'est lui qui va transformer un tas de tribus fanques en un royaume unifié et puissant. Ce qui est dingue avec Clovis, c'est la vitesse et la vision stratégique. En à peine 25 ans, il a complètement redessiné la carte de la Gaule. Il met fin au dernier reste de l'Empire romain, et puis, coup de génie absolu, il se convertit au catholicisme. C'était un coup politique de maître. Pourquoi? Parce que tous ses rivaux, les autres rois barbares, étaient tariens, une branche du christianisme jugée hérétique. En choisissant le bon camp, il s'est mis dans la poche l'Église et toute la population gallo-romaine. C'était essentiel. Mais attention, faut pas imaginer un grand rassembleur pacifique. L'unification, elle s'est faite à coups d'épée. Clovis a fait le ménage et salement. Il a systématiquement éliminé tous les autres petits rois francs, y compris les membres de sa propre famille. Zéro pitié. C'est sur cette base, à la fois brillante et ultra-violente, que la puissance du royaume s'est construite. Et c'est là, ironiquement, qu'on trouve notre premier indice. La source même de la force de Clovis contenait une sorte de bombe à retardement, une faille qui allait miner toute sa dynastie, une tradition familiale complètement autodestructrice. Voilà le concept clé, l'héritage partageable. Pour les Francs, un royaume, ce n'est pas un État, une chose publique. Non, c'est un bien privé, un patrimoine familial. Du coup, quand le roi meurt, qu'est-ce qu'on fait? On partage le royaume comme on partagerait un champ, en autant de parts qu'il y a de fils. Et là, on imagine le désastre, chaque frère devient l'ennemi de l'autre, c'est la recette parfaite pour une guerre civile permanente. Et l'illustration parfaite de ce désastre, c'est la fameuse guerre entre les reines Bruno et Frédérégonde. C'est du Game of Thrones avant l'heure, pendant 40 ans. Des assassinats, des trahisons, des batailles, entre cousins, entre frères. À la fin de cette boucherie, forcément, l'idée même de la royauté, son prestige, son autorité, tout ça est en lambeaux. Ce chaos constant, ça crée un vide. Et en politique, comme dans la nature, le vide est toujours comblé. Pendant que les rois sont occupés à s'entretuer, d'autres personnes, plus discrètes, vont commencer à ramasser les morceaux du pouvoir. Et il y a un autre problème qui s'ajoute à ça, les rois mérovingiens meurent super jeunes, souvent dans la vingtaine. Résultat, on se retrouve très souvent avec des rois qui sont des enfants. Et quand le roi est un gamin, qui gouverne vraiment? Eh bien les aristocrates qui l'entourent. Et un poste en particulier va devenir de plus en plus important. Le maire du palais. Au début, le titre n'a l'air de rien, c'est un peu le chef du personnel du roi. Mais petit à petit, son rôle s'élargit. C'est lui qui gère le budget, qui commande l'armée, bref, c'est lui le vrai premier ministre, le vrai patron. Le roi est sur son trône, oui, mais c'est le maire du palais qui tient les manettes. Et il y a une famille, les Pipinides, qui va jouer ses cartes à la perfection. D'abord, ils s'arrangent pour que le poste de maire du palais devienne héréditaire dans leur famille. Malin. Ensuite, l'un d'eux, Charles Martel, remporte la célèbre victoire de Poitiers. D'un coup, il devient un héros, le sauveur de l'Europe chrétienne. À ce stade, c'est évident, les maires du palais sont les rois, en tout, sauf le titre. J'ai vu une analogie parfaite pour ça sur Reddit. C'est exactement comme dans un jeu de stratégie. Le roi mérovingien est censé être le joueur principal, mais en réalité, ce sont ses généraux, les maires du palais, qui gagnent toutes les batailles et qui accumulent les richesses. Il arrive fatalement un moment où le rapport de force s'inverse. Le vassal devient plus puissant que son seigneur, et là, c'est la fin du jeu. On arrive maintenant à l'acte final, le coup de grâce. Et ce n'est pas seulement un coup de force militaire, c'est un coup d'État, politique, religieux et même médiatique, une opération de génie. Pépin le Bref, le fils de Charles Martel, pose cette question, en apparence toute innocente, au pape.
C'est d'une habileté redoutable. Il ne demande pas la permission de prendre le pouvoir, de toute façon il l'a déjà, non, il demande à la plus haute autorité morale de l'époque de valider son futur coup d'État. Et la réponse du pape est un immense oui. Celui qui exerce le pouvoir doit emporter le titre. Et ça change tout. C'est une vraie révolution dans la façon de penser le pouvoir. La légitimité des Mérovingiens venait de leur sang, de leur lignée quasi divine, symbolisée par les cheveux longs. La nouvelle légitimité, celle des Carolingiens, elle vient directement de Dieu, par l'intermédiaire du pape. On ne naît plus seulement roi, on est choisi par Dieu. C'est un changement de logiciel complet. Le geste final est terriblement symbolique. On ne tue même pas le dernier roi mérovingien, Childéric III. On lui fait bien pire, symboliquement parlant. On lui coupe les cheveux, on le dépouille de son pouvoir sacré. Et hop, on l'enferme dans un monastère jusqu'à la fin de ses jours. C'est la fin de près de 3 siècles de règne. Et voilà la solution de notre enquête. Cette image du roi fainéant, du roi paresseux et inutile, c'est en grande partie de la propagande. Une histoire réécrite par les Carolingiens pour justifier leur propre prise de pouvoir. Il fallait absolument faire passer les Mérovingiens pour des incapables, pour que le coup d'État de Pépin ne ressemble pas à une usurpation, mais à un acte de sauvetage nécessaire pour le royaume. D'accord. Mais alors, si on gratte un peu cette caricature, qu'est-ce qui reste vraiment des Mérovingiens? Eh bien, en fait, leur véritable héritage est bien plus important qu'on ne le pense. C'est simple. Ce sont eux qui ont réunifié la Gaule, eux qui ont fait de Paris une capitale, eux qui ont réussi à fusionner les cultures romaines et germaniques pour créer quelque chose de complètement nouveau. Leur alliance avec l'Église catholique a façonné l'Europe pour les siècles à venir. En bref, ils ont posé toutes les fondations sur lesquelles les Carolingiens, puis les autres, ont pu construire ce qui est devenu la France. Sans eux, pas de Charlemagne. Alors, la prochaine fois qu'on entend l'expression « roi fainéant », la question mérite d'être posée. Parlait-on vraiment de souverains inutiles ou plutôt des pères fondateurs d'un royaume dont la mémoire a été délibérément salie par ceux qui ont pris leur place? Après tout, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs.